Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Happy Virginie Paris. Covid s'organise par là. Le continent tente de trouver ses solutions endogènes contre le coronavirus. Covid-19, traitement, les remèdes africains à prendre ou à laisser, c'est le thème de cette semaine. À en débattre avec deux invités que je vous présente. Docteur Assima Essodom Kalao est avec nous. Docteur Kalao, bonjour. Bonjour Gilles. Vous êtes médecin de santé publique, directeur préfectoral de la santé du Golfe. Exactement. Avec vous, docteur Rachid Achaoubou. Docteur, bonjour. Bonjour Gilles. Docteur Achaoubou est médecin de santé publique aussi, mais coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Et ça me permet d'ailleurs de faire une bonne transition parce que hier a été célébrée la journée internationale de lutte contre le paludisme. Et paludisme et Covid-19, j'ai l'impression que ce sont des frères siamois. Il paraît que ce sont des maladies qui se ressemblent beaucoup. Oui, c'est des maladies qui se ressemblent, mais n'ont pas les mêmes germes. Par exemple, pour la transmission de Covid, c'est par contact direct, alors que pour le paludisme, il y a ce qu'on appelle le vecteur qui transmet la maladie à l'homme. Mais sur le plan clinique, ils ont des signes qui sont apparentés. Ils ont des signes qui sont notamment quand vous prenez la fièvre, les courbatures. Ça, c'est aussi des signes de paludisme. Oui, pourquoi on tente de les traiter pratiquement avec les mêmes remèdes? Ça, on va en parler longuement, mais pourquoi les remèdes de palud semblent marcher contre le coronavirus? Exactement, il y a l'hydroxychloroquine actuellement que nous sommes en train d'utiliser par rapport au traitement, alors que la chloroquine, c'est un vieux médicament qui était utilisé pour le traitement du paludisme il y a des années. Et c'est parce qu'on avait connu une résistance à la chloroquine qu'on a abandonné la chloroquine. Et actuellement, avec l'infection à Covid, la chloroquine aussi, l'hydroxychloroquine a fait un peu ses preuves dans le traitement et on a opté continuer le traitement de Covid avec Mais de façon générale, est-ce que les antipaludéens ne semblent pas atténuer le virus du coronavirus? De façon générale, je peux dire oui. Puisque actuellement, si vous prenez, puisqu'on va en revenir, il y a les Malgaches qui sont en train d'utiliser l'artémisia aussi. L'artémisia aussi, c'est un dérivé de l'artémisinine qui est actuellement utilisé comme combinaison thérapeutique dans le traitement du paludisme. Donc, nous allons y revenir. Absolument. Mais en ce qui concerne le paludisme, maladie aussi vieille que le monde, est-ce qu'il continue de tuer, surtout en Afrique? Vraiment, le paludisme continue de tuer dans le monde entier et surtout en Afrique au sud du Sahara. Chaque année, il y a plus de 400 000 personnes qui meurent du paludisme. 400 000? 400 000 personnes qui meurent du paludisme dans le monde. Ben, le corona n'en a pas fait 2% pour le moment, mais il semble être plus populaire. Exactement. Sur ce plateau, nous ne voulons pas effrayer la population, mais quand vous prenez les cas de décès de paludisme au Togo, en moyenne, nous sommes en moyenne à 1200 décès par an. 1200 Togolais meurent du paludisme chaque année. C'est beaucoup, c'est énorme. Même si c'est une seule personne, c'est énorme. Surtout que c'est une maladie qui est évitable et qui est traitable aussi. Donc vraiment... C'est presque insignifiant, si on peut le dire ainsi, par rapport aux morts de Covid-19. Exactement. Si vous prenez le paludisme, c'est actuellement au Togo, le paludisme, c'est la première cause de mortalité. C'est la première cause de consultation dans nos structures sanitaires. C'est la première cause d'hospitalisation. Donc, c'est la première endémie parasitaire au Togo et qui tue beaucoup. Et pourquoi le paludisme ne fait pas de bruit alors que le corona, qui n'en a fait que 6 pour le moment, il semble ravir la vedette à toutes les autres maladies. Le paludisme fait du bruit. Bon, on ne peut pas dire que le paludisme ne fait pas du bruit. Si vous prenez... Oui, mais le paludisme ne fait pas du bruit dans la mesure où il y a ce qu'il faut pour traiter le palud, pour le prévenir. Mais vous l'avez dit, ça continue de tuer des milliers de personnes. Exactement. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, vraiment a fait du paludisme... la priorité de la lutte contre le paludisme, la priorité des priorités. Oui, mais ça, c'est un discours politique. Mais dites-nous maintenant la réalité. La réalité, c'est que nos interventions, actuellement, nous sommes en train de nous battre pour un accès universel de nos interventions. Au départ, c'est que tout le monde ne bénéficiait pas de nos interventions du fait de l'accès. Mais aujourd'hui, il y a toujours ce problème d'accès.
Mais ce problème d'accès, le gouvernement aussi a pris ça en compte, qui fait que ça s'améliore. Notamment quand vous prenez l'INAM, par exemple, avec l'Institut national d'assurance, avec actuellement la couverture sanitaire universelle on est en train de mettre toutes les stratégies pour en arriver là-bas. Et le gouvernement a fait toutes les interventions antipaludiques, que ce soit les interventions de prévention et de prise en charge, c'est gratuit. Donc le gouvernement fait des efforts pour que vraiment les populations puissent bénéficier des interventions. Nous aurons l'occasion de revenir sur le paludisme. Le sujet me semble très pertinent et très intéressant. On va revenir à nos moutons ou à notre Covid-19, si vous le voulez bien. Docteur Kalao, au Togo, quelles sont les différentes formes de développement de la maladie que vous avez déjà constatées, enregistrées ici au Togo? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, peut-être je vais un peu rebondir sur la problématique du paludisme. Comme mon collègue l'a déjà dit, c'est un problème de santé publique. Donc, le paludisme tue beaucoup de personnes chaque année. Au Togo, il a dit, ça fait près de 1200 décès en moyenne par an. Donc, ces derniers temps, disons, en début d'année jusqu'à maintenant, le Covid-19 semble ravir la vedette à toutes les maladies. Alors, c'est ici le lieu de lancer un appel à toute la population togolaise. Parallèlement à la lutte contre le Covid-19 dans les formations sanitaires, la lutte contre les autres maladies est également engagée. Toutes les interventions qui sont menées au niveau d'une formation sanitaire, parallèlement, ces interventions sont également offertes actuellement. Mais pas avec la même énergie, pas avec les mêmes moyens. Pour vous dire la vérité, c'est les mêmes moyens, c'est les mêmes ressources humaines, c'est les mêmes moyens, c'est les mêmes... Il a dit, l'État est très regardant par rapport à la lutte contre le paludisme à travers l'achat des médicaments qui est devenu gratuitement, que ce soit la prise du paludisme simple, la prise du paludisme grave. Nous continuons par recevoir les intrants pour pouvoir traiter les patients. Et également, les stratégies avancées, la vaccination. Les vaccinations également, pour toutes les offres de services sont toujours d'actualité dans nos formations sanitaires. Seulement, nous avons... Mais pourquoi autant de personnes continuent d'en mourir? Du paludisme? Oui, je pense que le docteur Achala l'a également dit, il y a les moyens de prévention du paludisme. On n'a pas encore de vaccin jusqu'à présent. Il y a les moyens de prévention. Maintenant, quand on n'arrive pas à se prévenir, et on a la maladie, il y a également les moyens de traitement. Je pense que le vrai hic, c'est que les gens ne respectent pas les moyens de prévention. Et parfois ne se traitent que très tardivement. Très tardivement, donc le recours, il vient très tardivement dans l'information sanitaire quand la maladie est déjà à un stade très, très avancé. Cela dit, maintenant, parlons du coronavirus. Le Togo compte aujourd'hui 96 cas confirmés de la maladie. Sur ces 96 cas, quelles sont les différentes formes d'évolution de la maladie que vous avez constatées? Merci. Bon, 96 cas, c'est vraiment de rentrer dans ce studio. On n'a pas encore fait le tas des prélèvements qui ont été faits hier. Donc, on est à 96 cas. Il y a 6 décès. On a à peu près 60 guéris et 30 cas actifs. Pour revenir à la question concernant les formes constatées au niveau du pays, la fièvre est au premier plan. Près de 25% des malades ont présenté une fièvre. Après la fièvre... Une fièvre sévère ou non, une fièvre élevée? Nous disons fièvre dans le cas du Covid, c'est une fièvre au-delà de 38 degrés. Au-delà de 38 degrés, donc c'est une fièvre au-delà dans la prise en charge dans la surveillance du Covid. Donc c'est comparable à la fièvre du paludisme? Du paludisme, bien sûr. Comparable à la fièvre du paludisme, comme le docteur Achala a dit tantôt. Donc ils ont beaucoup de signes en commun. Donc la fièvre, l'asthénie, la fatigue générale. Donc après la fièvre, il y a la toux qui sue et il y a également une toux sèche, dit-on. Oui, une toux sèche, justement. La toux ne ramène rien, c'est pas une toux. Donc une toux grasse n'est pas un symptôme a priori du coronavirus? Vous l'avez si bien dit, a priori. Mais nous avons vu certains qui ont présenté des toux grasses et quand on a testé, c'est revenu comme Covid, patient souffrant du Covid. Donc, mais ce qui est décrit, c'est que c'est une toux sèche. Une toux sèche, je ne sais pas, tout le monde peut savoir ce que c'est. Je ne veux pas vous demander non plus de faire une démonstration. Une toux sèche, c'est une réaction des fois quand on tousse, on ramène des mucosités. Quand on ramène des mucosités, on parle de toux grasse. Des fois, ça dit,
on peut tousser sans ramener de mucosité. Souvent, c'est constaté dans le cadre de la tuberculose. Et on retient que pour le Covid, c'est une toux sèche. Mais je relativise en disant qu'il y en a qui ont planté des toux grasses. Et quand on a fait le prélèvement, ça a été confirmé que c'était du Covid-19. Donc, la toux sèche dont vous parlez, est-ce qu'elle évolue vers une toux grasse? Parce que pratiquement toutes les toux commencent de façon sèche. Avec le Covid-19, est-ce qu'il y a une évolution vers une toux grasse? Classiquement, non. Classiquement, donc elle reste sèche, elle normalement. Sèche, oui. D'accord. Mais peut-être il y a des malades peut-être qui vont consulter, à qui on va prescrire des expectorants, donc des médicaments pour faire sortir des mucosités. Et donc je pense que ça peut entraîner dans ce cas, dans l'évolution, une toux grasse. Mais on retient fondamentalement que la fièvre, la toux sèche, est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Mal de gorge, et puis les autres symptômes, douleurs musculaires ou autres qui viennent. Alors, je dois préciser qu'au Togo, près de 60% de nos malades n'ont pas de signes. C'est-à-dire qu'ils sont asymptomatiques. 60%? Près de 60%, autour de 58%. Donc, ils sont asymptomatiques. C'est énorme comme chiffre. C'est énorme comme chiffre. Alors, je pense que c'est de là que viennent les mesures de distanciation, dont on dit. Les gens sont là, ils n'ont aucun signe, mais ils sont là, ils vont au service, ils sont dans la population, ils sont dans la communauté. Donc, ils seraient très bien. Mais ils ne continuent pas à transmettre de la maladie. Donc, c'est là même la valeur des mesures de distanciation prônées par les experts et le gouvernement. Oui, mais ce que vous dites, c'est très intéressant. Je vais revenir à ça tout à l'heure. Le temps peut-être de demander à Dr Achaoubou s'il a des compléments d'information sur les symptômes remarqués ici au Togo, les différentes formes de la maladie. Exactement. Mon collègue vient de le dire. C'est que, si je veux me résumer, c'est qu'il y a deux formes. Il y a les formes asymptomatiques, comme il a bien dit. C'est-à-dire que c'est des malades qui sont comme vous et moi, qui ne présentent aucun signe évocateur de la maladie. Mais à qui, quand on a fait le test, on a vu qu'ils sont positifs. Alors, ça veut dire quoi? Ils sont asymptomatiques jusqu'à la guérison, ou certains d'entre eux finissent par faire la maladie? Beaucoup restent asymptomatiques jusqu'à la guérison. Beaucoup restent asymptomatiques. Plus de la moitié dans cette proportion? Exactement. Et maintenant, il y a des formes symptomatiques qui présentent les signes comme la fièvre, la fatigue, les courbatures, mal de gorge, et ainsi de suite. Ça, c'est les formes symptomatiques. Et ces formes symptomatiques peuvent aller même à des formes graves qu'on a enregistrées, où il y a le problème de détresse respiratoire. Alors, avec ces chiffres élevés de formes asymptomatiques, est-ce que ça ne nous ramène pas aux théories disant que les Africains, les Noirs, de façon générale, sont plus résistants à la maladie que d'autres personnes? Plus résistants, bon, les études ne sont pas encore, n'ont pas encore prouvé. Les chiffres que vous donnez constituent des études. Hein? C'est vrai, les chiffres. Vous savez, avec le coronavirus, au même moment qu'on est en train d'enregistrer les cas, c'est-à-dire de faire la surveillance, de prendre en charge les cas, au même moment, on est en train de faire de la recherche, des études par rapport à tout ce qui se passe. Et le moment venu, on fera vraiment un bilan qu'on va vraiment présenter sur le plan recherche, sur le plan études, ce qu'on a constaté. Mais dire qu'aujourd'hui, ça dit que chez le noir est plus résistant, c'est très tôt d'avancer. Mais je comprends votre prudence. Hein. Moi qui n'ai pas de, comment on dit ça, de réserve à avoir par rapport à ces chiffres. Docteur Kalao, ça veut dire quoi? L'autre conclusion qu'on peut tirer, c'est que si on fait un test massif aujourd'hui à l'ensemble de la population togolaise, on va dénombrer des milliers et des milliers de cas, non? Bon, des milliers de cas, on ne pourra pas le dire, mais on est certain qu'il y aura des cas. Parce qu'il y a des cas symptomatiques. Ça, c'est un de deux. Parmi les cas notifiés, parmi les 96 cas, il y a des cas communautaires, des cas de transmission communautaire. Parce que qu'est-ce qu'une transmission communautaire? Transmission communautaire, c'est quelqu'un qui présente, à qui on a fait le test, qui est positif, mais quand on regarde l'historique, il ne vient pas d'un pays endémique, il n'a jamais été au contact d'un cas avéré. Donc on s'est dit qu'il a pris sûrement dans la communauté. Donc
ceci nous fait dire que si aujourd'hui on fait un dépistage massif dans la population, il serait probable qu'on trouve des cas positifs. Beaucoup plus de cas. Asymptomatiques. Plus de cas, je ne saurais le dire, mais nous sommes certains qu'on pourra... Oui, moi, mon petit doigt me le dit, on trouverait beaucoup plus de cas, non, docteur? Beaucoup plus, c'est difficile de le dire directement comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à cette maladie, ce n'est pas le coronavirus seul qui donne des cas asymptomatiques. Beaucoup de maladies donnent des cas asymptomatiques, qu'on appelle dans notre jargon des porteurs sains. Pour chaque maladie, il y a des porteurs sains. Et c'est ces porteurs sains qui sont dangereux. Parce qu'ils ne manifestent aucun signe. Ils sont dans la communauté et puis ils transmettent la maladie. Ils transmettent la maladie sans le savoir. Mais comment se fait-il que certains portent le virus sans faire la maladie alors que d'autres débouchent sur des cas graves? Qu'est-ce qui fait la différence? Quand vous voyez ceux qui ont débouché sur les cas graves, c'est des personnes qui avaient une comorbidité, c'est-à-dire qu'ils avaient des pathologies, des maladies, autres que et le corona est venu s'ajouter sur la maladie qu'ils avaient. Donc le corona vient comme une maladie opportuniste. Pas opportuniste, mais c'est vrai que c'est des cas où l'état même de la personne est déjà, sur le plan immunitaire, est déjà faible. Et le corona vient s'ajouter. Quand vous prenez les diabétiques, la majorité des cas, surtout qui sont allés jusqu'au décès, c'est des cas qui avaient une tare, qui avaient une maladie, telle que l'hypertension, diabète, les maladies chroniques telles que l'asthme, ainsi de suite. Donc, c'est des gens qui avaient des pathologies avant que le corona vient s'ajouter. Et qu'est-ce qui, vous l'avez dit un peu, en dehors de ce terrain favorable, terrain de maladie, qu'est-ce qui engendre les autres, ou qu'est-ce qui peut engendrer les autres formes sévères du développement de la maladie? Docteur Kalao. Les autres formes, qu'est-ce qui peut engendrer les autres formes? C'est bel et bien décrit. Près de 10 à 20% des cas iront dans la forme compliquée. Donc la forme compliquée redoutable, la complication la plus redoutable qu'on recherche, c'est la dyspnée, c'est-à-dire l'insuffisance respiratoire, c'est-à-dire que la détresse respiratoire, c'est la complication la plus redoutable qu'il faut chercher. Parce que les poumons sont atteints. Oui, les poumons sont atteints justement. Et comme il a dit, il y a ceux qui ont des comorbidités. La comorbidité, il a dit, c'est des maladies qui dépriment l'immunité. Il y a le VIH, on peut citer le VIH. Et le sida, oui. Le sida, on peut citer également les maladies cardiaques. Mais quand vous citez le sida, ça veut dire quoi? Le sida, il y a des gens qui ont le VIH, mais qui sont sous traitement. Est-ce qu'ils sont vulnérables, ceux-là aussi? Oui, bon, quoi qu'on dise, ils ont le VIH, ils sont sous traitement, mais l'immunité n'est pas au maximum comme toute personne qui n'a pas cette maladie. Oui, mais avec le traitement antirétroviral, est-ce que l'immunité ne remonte pas? L'immunité remonte, mais l'immunité initiale n'est pas rétablie. L'immunité initiale n'est pas rétablie. Il a été démontré que chez tout malade, tout malade, toute personne plutôt ayant une maladie qui déprime l'immunité, donc dont nous avons cité hier, ils sont beaucoup plus susceptibles d'aller vers les complications. Donc par rapport aux causes de complications également, nous pouvons citer le recours tardif aux soins. Le recours tardif aux soins, nous l'avons dit, il y a la forme asymptomatique, tu n'as pas de signes. Après tout, tu commences à manifester des signes, tu es chez toi à la maison, tu ne te manifestes pas. Et peut-être que c'est à un stade avancé de la maladie où tu fais déjà des tests respiratoires que tu viens à un centre de santé. Le temps de faire le bilan, de faire le test au Covid, tu présentes déjà des détresse avec... Il se dit que beaucoup ont commencé par traiter le palu avant de se rendre compte qu'il s'agit d'un mal beaucoup plus malicieux. Justement. Donc c'est le lieu ici de rappeler à tout le monde, toute la population, dès le moindre symptôme, fièvre, il faut appeler le 111. Si vous ne pouvez pas aller vers un centre de santé, appelez le 111. Le 111 est là pour vous orienter vers les équipes d'intervention rapide qui appellent les équipes d'intervention rapide qui viendront à votre secours. Mais moi, je voudrais ouvrir une parenthèse. Malgré les soins qui sont gratuits, malgré la prise en charge qui est totale, on va dire, pourquoi
il y a une réticence au sein de la population à se faire dépister rapidement. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux, il y a des audios, quand vous discutez avec certains citoyens même, spontanément, aller se faire consulter parce qu'on soupçonne le coronavirus, c'est pas aussi facile que ça. Ouais. La première cause, selon moi, en mon entendement, c'est lié au choix que le pays a fait. Donc le pays a décidé, quand quelqu'un est soupçonné de Covid, et on fait le test, que le test est positif, on doit l'amener dans un centre de prise en charge. Et le centre de prise en charge de premier niveau, qui a été décidé en première ligne, c'est le CHR, le mieux commun. Nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux des images, disons des fausses images, de l'état délabré de ce centre de santé. Non, les images n'étaient pas fausses. Au début, les images qui ont circulé étaient des images vraies. J'en viens. Docteur Kalao. Oui, j'en viens. J'ai dit, quand ce centre a commencé, à prendre en charge les malades Covid, juste la semaine qui a suivi, ils ont commencé les travaux de réhabilitation. Oui, mais ils ont commencé les travaux, mais entre-temps, des gens ont pris des photos. Je vous le concède, mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, ce centre a été entièrement rénové. Peut-être que ce sont ces photos qui vous ont même aidé à accélérer les travaux de rénovation de ce centre. Avec des équipements de pointe. En tout cas, c'était dans le plan d'action du gouvernement. Donc avec du matériel de pointe et mieux, des malades asymptomatiques ou qui n'ont pratiquement des symptômes mineurs sont pris en charge aujourd'hui au niveau de l'hôtel Eda Oba, un hôtel 3 étoiles, si je peux le dire. Donc je pense qu'au début, c'est ce qui se disait. Si on me dit aujourd'hui, si je vais consulter, on me dit que c'est du Covid-19, on va m'amener aussi à Cher-Lomé commune, alors qu'on nous a dit que là-bas, la pension n'est pas ce qu'elle doit être. Il y a un expatrié qui me l'a dit. Il a été testé positif. Donc, au moment de le transférer, Cher-Lomé commune, il a refusé. Mais nous avons utilisé le taxi. Finalement, il a accepté. Après tout, il a témoigné. Il a dit, docteur, j'avais peur pour rien. Quand il est allé dans ce centre de santé, il a vu que vraiment les efforts étaient vraiment faits. Et au bout de 7-8 jours, il était sorti guéri. Docteur Tchaoubou, le coronavirus, c'est une maladie qu'on guérit aujourd'hui. Il y a une 60aine de guéris au Togo. Mais pourquoi la maladie continue de susciter la peur? Oui, bon, quand vous prenez par rapport à la population togolaise en général, il y a des aspects aussi qu'il faut considérer par rapport à nos us et coutumes, par rapport à la culture même d'aller à l'hôpital quand on a un petit bobo. Parce que ça aussi, en dehors du coronavirus, quand vous regardez les autres maladies, quand tout à l'heure on a parlé du paludisme, quand vous prenez les taux de fréquentation de nos structures sanitaires, ce n'est pas au top. Ce n'est pas au top parce qu'il y a le problème d'accès aux soins qui se pose, que ce soit l'accessibilité géographique ou l'accessibilité financière. Donc pour les gens, il y a certains, malgré qu'on crie que tout est gratuit, mais ils ont toujours l'esprit selon lequel hôpital égale dépense. C'est-à-dire, quand vous allez à l'hôpital, vous allez dépenser beaucoup. Ça fait que souvent, ils n'ont pas ce réflexe-là d'aller. En dehors de ça, comme le docteur Kalao l'a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains qui pensent, j'ai un coronavirus, quand on me teste, c'est positif. On va m'amener ici, tout le monde sait que c'est là-bas qu'on doit t'amener. Quand on t'amène là-bas, c'est la maladie là que tu as. Donc, tous ces aspects-là font que les gens hésitent à y aller. Maintenant, par rapport au lieu, au centre d'accueil, aujourd'hui, vraiment, tout est là. Et nous avons passé quelques images là-dessus. Vous avez le centre a été bien équipé. Vous avez reçu quelques respirateurs. La machine fétiche. Aujourd'hui, l'équipement, nous avons. Vous en avez combien maintenant? Nous avons tout pour vraiment prendre en charge les malades. C'est-à-dire, nous avons le matériel, les combinaisons, nous avons les barrières, nous avons les médicaments qui sont disponibles. Et puis maintenant, l'hôpital est entièrement retapé. Ça répond aux normes de l'OMS
pour la prise en charge des cas de coronavirus. Alors, on l'a souligné tout à l'heure, votre pays compte une 60aine de personnes guéries, c'est-à-dire ils ont été testés et vous n'avez plus retrouvé le virus dans leur corps. Alors, est-ce que tous ont suivi le même protocole de traitement pour en arriver là? Pour déclarer une personne atteinte de Covid-19 guérie, il doit subir 2 tests négatifs en 48 heures. Donc, pour déclarer quelqu'un guéri, il doit suivre 2 tests négatifs espacés de 48 heures. Alors, à la question de savoir si tout le monde a bénéficié d'un même protocole de traitement, je vous dirais non. Surtout au début. Au début, il y a un protocole de traitement que le pays a adopté. Le pays a fait son choix. C'est le protocole d'hydroxyquinine plus de l'azithromycine. Donc le pays a opté à ce traitement. Au début, c'est seulement ceux qui ont des comorbidités, genre ceux qui ont des maladies qui dépriment l'immunité. Nous avons déjà cité plus haut. Hypertension, diabète, les pneumopathies, certaines pneumopathies et autres. Donc c'était seulement, ou bien ceux qui ont des détresse respiratoires, qui rentrent déjà en complications, c'est seulement à ces patients qu'on donnait ce traitement, ce protocole thérapeutique du professeur Didier Raoult. Mais Dieu faisant les choses, le pays a monté d'un cran, il a fait notre choix. Donc c'est de mettre systématiquement tous les malades qui sont testés positifs à ce protocole de traitement. Donc actuellement, tous ceux qui sont positifs sont soumis à ce protocole de traitement. Docteur Anchaoumou? Non, il a dit au départ, les premiers cas qu'on a enregistrés au Togo n'ont pas reçu le même protocole que les cas actuels. Actuellement, tous les cas qui arrivent, le protocole est en place et on soumet ce protocole à tout le monde, notamment l'utilisation de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Maintenant, ce qu'il faut évoquer, la maladie, tout le monde n'a pas la même symptomatologie. Au départ, c'est une maladie, on faisait un traitement symptomatique. Traitement symptomatique veut dire quoi? Quand une maladie n'a pas un traitement adéquat, spécifique, c'est-à-dire que les symptômes que le malade présente, c'est ces symptômes-là qu'on prend en charge. Et voilà que parmi eux, il y a certains qui ont des pathologies avérées, chroniques, qu'il faut aussi prendre en charge. Donc, comprenez que même en dehors du protocole qui est mis en place, il y a certains cas qui nécessitent une prise en charge plus adéquate que le protocole. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un se présente au CHL Lomé Commune et qu'il est testé positif au coronavirus, et en plus ou parallèlement au coronavirus, il a un mal de dents, vous soignez aussi les dents. Exactement, on le soigne. Même s'il a une hypertension, on doit prendre ça en charge. Et s'il a une cardiopathie, c'est-à-dire une maladie cardiaque, on doit tout prendre en charge. C'est une prise en charge globale. Ce n'est pas une prise en charge spécifique à l'infection coronavirus. Je rappelle aux téléspectateurs que dès maintenant, ils peuvent commencer par poser des questions aux spécialistes qui sont sur le plateau et qui auront le plaisir de donner des réponses aux différentes préoccupations. Nous parlons du Covid-19 et du traitement. Si l'Afrique peut proposer aussi ses services dans ce domaine-là. Justement, cela m'amène à demander à Dr Kalao si au CHL Lomé Commune, il vous arrive de temps en temps de tester des remèdes africains, entre guillemets. Bon. Est-ce que cela est déjà arrivé? Non. Je l'avais dit, le pays a fait son choix. C'est de traiter les patients Covid-19 positifs par le protocole hydroxychloroquine et azithromycine. Par rapport au traitement avec la médecine africaine des plantes, elle n'a pas encore été évoqué à ce moment précis. Mais peut-être que ça pourra venir prochainement. On ne sait pas trop. Ça dépendra des évidences scientifiques qui vont s'imposer à nous. Le pays fera ses choix. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de tester ce genre de médicaments? On l'a vu, le Burkina Faso, en plus du protocole que vous avez cité tantôt, du professeur Didier Raoult, avait avait annoncé mettre en expérimentation un autre produit localement,
préparée ici, notamment la pivirine du docteur Agon du Bénin. Exactement. Je crois que il y a d'autres pays tels que le Bénin, le Burkina, Madagascar qui ont entrepris certaines recherches par rapport à certaines molécules qui peuvent, c'est-à-dire, entre guillemets, qui peuvent... Parce qu'il faut des preuves scientifiques. Aujourd'hui, nous sommes scientifiques. Qu'est-ce que vous appelez preuves scientifiques? Des gens prennent le produit il faut des essais cliniques. Il faut des essais cliniques. Un produit, ce n'est pas du bonbon où on se lève, on prend. Vous voyez, avant qu'un produit, on ne donne l'autorisation de mise sur le marché d'un produit, c'est tout un processus d'études, d'essais cliniques. Avant qu'on commence, c'est-à-dire qu'on extrait la substance active, il faut réfléchir quelle forme galénique il faut fabriquer, comment l'administrer, est-ce qu'il faut l'administrer en injection, est-ce que c'est par voie orale, est-ce que... ainsi de suite. Maintenant, tester sur les animaux, après aller sur les hommes, c'est tout un processus qu'il faut respecter. Mais ici, on parle de la phytothérapie, les herbes que vous avez sans doute utilisées durant votre enfance. Sans protocole, d'ailleurs. Exactement, on l'a utilisé. Mais aujourd'hui, un médicament, il faut la dose thérapeutique. Puisque au-delà de la dose thérapeutique, le médicament peut être plus nocif que le fait bénéfique qu'on recherche. Et il faut la durée aussi du traitement, tous ces aspects-là, c'est des études qui peuvent montrer que voilà ce médicament, voilà comment il faut le prendre. Et c'est au cours de ces études, on peut aussi relever les effets secondaires et les effets indésirables liés à ce médicament. Et même quand le médicament est utilisé sur le terrain au cours du traitement, on fait le suivi. Vous allez voir qu'il y a certains médicaments, on est en train de les utiliser, après on dit il faut le retirer du marché. Des médicaments on utilise, après on dit c'est parce qu'on a vu qu'au cours de l'utilisation, d'autres effets indésirables que vraiment les études n'ont pas décelés. Maintenant, sur le terrain, au cours de l'utilisation, on a décelé d'autres effets qui sont plus nocifs que les effets bénéfiques qu'on cherche du médicament. Oui, mais ça, c'est intéressant à écouter, mais le cas est pratique. Voilà des pays africains, des collègues africains qui disent avoir sorti un produit, notamment la pivirine. Je veux me consacrer à ce cas pour un instant là. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de prendre le produit et de le tester? Moi, je l'ai écouté dans certaines vidéos, dire qu'il met gratuitement à la disposition des pays africains une certaine quantité pour expérimenter justement le caractère curatif du médicament. D'accord, merci. La pivirine, le docteur Agon, il a dit, il a expérimenté. Moi, je l'ai suivi. Heureusement. Oui, je l'ai suivi. Il a expérimenté au Burkina Faso. Donc il dit, quand on démarre le traitement, juste le lendemain, la personne recouvre sa santé. Et quand on reprend les tests, il y a eu quelques témoignages même dans ce cas, même si on ne peut pas les authentifier. Voilà, justement, j'en viens. Mais posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, la pivirine est encore utilisée au Burkina Faso? La pivirine n'est pas... Le Burkina Faso a laissé tomber la pivirine parce que, comme mon collègue l'a dit, pour fabriquer un médicament et mettre à la disposition de la population, c'est tout un processus. Mais pourquoi le Burkina ne l'utilise plus? Bon, je pense qu'ils se sont ravisés parce qu'ils se sont dit que ce n'est pas basé sur des évidences scientifiques. Je vous le dis, Gilles, cette maladie, on l'a dit, près de 50% des cas guérissent spontanément sans médicaments. Qu'est-ce qui prouve que c'est... Est-ce que c'est pas un hasard? On peut te donner de la pivirine, et maintenant, le hasard faisant les choses, si tu guéris, on va mettre ça sur le dos de la pivirine. Donc il faut qu'on fasse des études également pour le voir, pour le savoir. Donc ce que moi je voudrais retenir, l'OMS donne des orientations pour chaque pays, et chaque pays fait ses choix. Mais pour l'OMS, ces orientations sont basées sur des évidences scientifiques. Le développement des médicaments, on isole d'abord la molécule, après tout on fait les essais dans les laboratoires, sur les animaux, après tout on fait les essais chez les humains, et là-bas c'est... la tête d'échantillon doit être vraiment élevée, pratiquement 3000 personnes dans le tester pour voir est-ce que ce médicament il répond vraiment à la maladie dont on soupçonne. Et maintenant, les effets indésirables, mon collègue l'a dit également, et
Et après tout, on met sur le marché. Maintenant, au cours de l'utilisation, on fait le suivi pour voir. Les études continuent. Et il a dit, il y a certains médicaments qui sont mis sur le marché après tout et après qu'on retire. Oui, mais même si ce fait que nous sommes dans l'urgence absolue. Est-ce que dans l'urgence où les gens sont en train de mourir du coronavirus, est-ce qu'il faut respecter encore à la lettre ces protocoles C'est important parce qu'on veut sauver. Il ne faut pas que du fait qu'on veut sauver, on va aller plutôt au contraire, à la destruction. C'est pour ça qu'il faut avoir vraiment des preuves scientifiques. Et à partir de ces preuves, c'est qu'on sait. Et puis, ce n'est pas traiter quelques individus pour dire, bon, voilà, comme il a dit, comme Dr Kalao l'a dit, il y a des gens qui guérissent, même sans traitement. Peut-être que c'est une coïncidence. On a donné le médicament alors que la personne, par coïncidence, devait guérir, même si elle n'avait rien pris. Donc, il faut faire une étude à grande échelle. On prend 3000 personnes, par exemple, parce que c'est un médicament. En attendant, donc, c'est une pandémie. Oui. Aujourd'hui, c'est une pandémie. Si vraiment un médicament a fait ses preuves scientifiques, c'est que ça serait utilisé à l'échelle mondiale. Mais si vraiment on n'a pas... Certains pays ont fait fi de votre protocole de l'OMS. Je cite en l'occurrence le Madagascar qui a sorti son Covix organisme qui est en train d'être distribué à tout le monde. À gorge déployée, on prend le Covix organisme et beaucoup de pays sont en train de s'aligner sur ce médicament. C'est vrai que Madagascar, vous savez, il y a, par exemple, si tu prends le Burkina, comme il a dit, aujourd'hui le Burkina n'utilise pas le médicament que leur chercheur a trouvé. Il se dit aussi qu'il y a eu... Le Bénin aussi, c'est la même chose. Il se dit qu'il y a eu des pressions entre-temps. Le Bénin, c'est la même chose. Maintenant, l'OMS, c'est comme un conseiller technique en matière de santé. L'OMF oriente les pays, tout ça, sur le plan technique. Maintenant, il y a des pays qui se disent, bon, moi, je suis autonome. C'est-à-dire que vous voyez, c'est-à-dire par rapport à la Tunisie, à Madagascar, il y avait aussi des connotations politiques, puisque c'est le chef de l'État même qui est sorti sur les médias faire vraiment la promotion. Oui, et donc, il y avait les opposants aussi qui vraiment montraient que vraiment, il ne faut pas qu'on prenne la santé pour mettre la connotation politique, parce que ça risque chose. Maintenant, les preuves scientifiques diront si c'est bien, ça marche. Tout le monde, les mais pays certains n'ont pas attendu les preuves scientifiques. Aujourd'hui, il y a certains pays qui ont accepté prendre des échantillons pour tester chez eux. Mais moi, ce qui est important, c'est vrai, l'homme, ce n'est pas... Bon, il faut tester, c'est-à-dire que l'homme, ce n'est pas, disons, une machine où, quand ça va se gâter, ça se gâte. On ne peut pas rattraper. On ne peut plus rattraper. Quand ça va créer un effet grave, sacré, on ne peut pas rattraper. C'est pour cela qu'il faut être sûr sur des bases scientifiques, des études, avant d'y aller. Est-ce qu'on n'est jamais sûr à 100%? Même votre chloroquine, il paraît qu'il crée beaucoup de problèmes. La chloroquine, par le passé, comme je le disais, on l'avait utilisée pour le traitement du paludisme. Oui, au départ, c'est comme tout médicament. Ouais. Mais la chloroquine a fait ses preuves. Ça avait permis, à ce moment, au début des années, même avant les décès, puisque la chloroquine, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale qu'on avait vraiment découvert la molécule, qui a beaucoup aidé, puisqu'il y avait les soldats qui mouraient sur le front à cause du paludisme. Ça avait fait ses preuves. Mais arrivé à un moment, il y a la résistance. C'est-à-dire que le parasite a développé une résistance contre le médicament. Et puis, ce n'est pas seulement le médicament de paludisme seul. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maladies où le médicament, quand il est utilisé à long cours, c'est-à-dire que si les gens ne respectent pas les posologies recommandées, ce qu'on a dit, si les gens ne respectent pas la durée du traitement, nous tombons dans les problèmes de résistance. Et à ce moment-là, mais on était tombé dans la résistance avec le palud. Mais aujourd'hui,
c'est une autre maladie qui montre que vraiment la chloroquine est utile. Est-ce que vous voyez? Donc, et on a adopté ça pour sauver encore des vies. Je rappelle que les téléspectateurs peuvent participer à cette émission en posant des questions en direct sur nos réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et Twitter. Les numéros, vous les voyez défiler à l'écran. Alors, docteur Kalao, malgré tout, est-ce qu'on peut considérer que l'Afrique est en train de prendre ses responsabilités en matière de recherche thérapeutique, ce que vous avez mis du temps à faire? Oui, je pense que l'Afrique est en train de prendre ses responsabilités. C'est l'avènement du Covid-19 nous a démontré que vraiment... Un téléspectateur nous signale que vous n'êtes pas très audible. Peut-être on verra s'il faut, avec votre masque, gérer cette situation. Bon, ok, donc on peut... Ouais. Donc je disais que l'avènement du Covid-19 nous a montré que les Africains ont pris leur destin en main, surtout en matière de recherche. Donc nous voyons des initiatives qui sont prises ici et là. Seulement, ce que nous demandons, c'est que ces initiatives respectent les normes en la matière. Donc, qu'ils soumettent ces médicaments, les médicaments et ces molécules qui ont fait l'objet de recherche, qu'ils les soumettent aux études, aux essais cliniques, pour qu'on puisse savoir si ces médicaments peuvent être utilisés chez l'humain. C'est aussi le lieu de saluer également le Togo. Le Togo n'est pas en marche. Il y a les thérapeutes togolais qui sont également dans la danse, qui sont en train de faire également des recherches. Nous savons également que le chef de l'État a mis en place un comité scientifique, donc mixte. Donc il y a la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. Donc tout ce beau monde est en train de réfléchir. Donc on verra. Le Congo a commandé du Covix organisme, le Sénégal aussi. On apprend que même les États-Unis ont envoyé de l'argent pour soutenir Madagascar dans cette recherche. Est-ce que l'OMS n'est pas en train d'être prise à contre-pied? L'OMS, bon, ce que vous dites, moi je ne le sais pas. Bon, j'ai vu sur les réseaux sociaux que les gens ont commandé, mais c'est pas, officiellement, je ne le sais pas. L'OMS prise à contre-pied, moi je dirais non. L'OMS est resté fidèle à sa ligne directrice. Avant qu'on mette un médicament sur le marché, il faut qu'il y ait des évidences scientifiques. Il faut qu'il y ait des éléments qui permettent de dire voilà, ce médicament, cette molécule qui a été développée et qui a subi des essais précliniques, des essais cliniques, et peut être toléré par l'humain. Donc je pense que l'OMS est dans sa ligne directrice. Mais on l'a toujours dit, l'OMS donne des lignes directrices, donne des orientations. C'est au pays de faire leur choix. Est-ce qu'il n'y a pas de pression de laboratoire derrière ces injonctions de l'OMS? Je ne pense pas. Dans l'OMS, c'est autonome. Même si vous le pensez, vous n'allez pas le dire. Ce que je voudrais dire également, ce que je voudrais dire par rapport à la souveraineté des pays vis-à-vis de l'OMS. Quand on prend le protocole du professeur Didier Raoult, l'OMS n'a pas validé cela. Donc c'est les pays même qui ont validé cela. C'est les pays même qui ont fait des choix et qui utilisent. L'OMS attend toujours. Oui, mais l'OMS voudrait qu'on traite les malades avec quoi s'il n'y avait pas ce protocole Didier Raoult? Bon, le protocole de Didier Raoult, moi personnellement, je me dis qu'il est aussi à prendre avec beaucoup de pincettes. Oui, mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous avez pour soulager les patients en attendant votre protocole long et coûteux? C'est le traitement symptomatique qui était envisagé. On fait le traitement symptomatique. Si vous avez un diabète et que vous avez le Covid-19, on fait tout pour équilibrer vos chiffres de glycémie, du même que pour la tension. Et maintenant, on traite. Si vous avez d'autres symptômes, on essaie de les traiter. C'est ce qui était... Parce que jusqu'à preuve du contraire, il faut qu'on le dise, il n'y a pas encore de traitement spécifique au Covid. Docteur Achaoubou? Non, fidèle à l'OMS. Non, je ne dis pas fidèle à l'OMS, mais l'OMS c'est un conseil technique, comme je l'ai dit, en matière de santé. Ouais. L'OMS conseille, oriente, dirige. Bon. Mais après tout, c'est le pays. C'est le pays qui prend cette décision. C'est-à-dire que... Mais si vous prenez cette décision, on va vous couper les robinets. Non, couper les robinets, non. Non. C'est que si vous prenez vos décisions, c'est qu'à la fin, c'est vous qui répondez devant la population. D'accord. On va marquer une pause pour une édition de journal. On va se retrouver dans une dizaine de minutes. Et là, nous commencerons par répondre aux questions des téléspectateurs, les questions envoyées sur nos réseaux sociaux WhatsApp, Twitter et Facebook. À tout de suite.